Et bonjour, cette semaine, des mots hérités de la civilisation romaine. Le mot sable en latin est à l'origine de la désignation d'un lieu de spectacle très prisé à l'époque romaine. Le sol de la partie la plus importante de ce lieu était couvert de sable. Pour les Romains, ces lieux de loisirs étaient des cirques. En leur centre, il y avait le sable, soit arena en latin, ce qui a donné arène en français. Aujourd'hui, ce mot arène au singulier désigne toujours l'espace central, celui où on se bat. Au pluriel, il désigne l'ensemble, le bâti autour et la partie centrale. Ce mot vient du latin pour lier ou pour rattacher. À l'origine, il désignait des régions annexées par Rome. Lier se dit en latin tardif vincere. Pour lier, provincire, devenu provincia, en parlant d'une région ou d'un pays annexé par Rome. Province en français. La première province de Gaule acquise par Rome a été la Provence, bien avant la guerre des Gaules. C'est pour cela que cette région a gardé un nom issu du latin provincia. Elle était si romanisée que ses habitants se sont appropriés cette appellation latine. Qui élève ses enfants selon le latin. Ce mot qualifie un type de citoyen romain qui, ne possédant pas de fortune, n'est vu que par cette fonction. Du latin proles, les enfants, la lignée. Citoyens les plus pauvres, proletarius en latin et prolétaire en français. Au XIXe siècle, le mot revient en usage pour désigner ceux qui n'ont pas de biens et ne vivent que de leur travail. Karl Marx disait Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! À l'époque romaine, au carrefour des voies, les fameuses voies romaines, il y avait souvent des marchands, des crieurs et des petits trafics en tout genre. Ce qu'on pouvait y trouver ou y entendre était bien ordinaire, commun, voire vulgaire. Cela a donné un mot signifiant littéralement en latin trois voies. En latin, le préfixe pour trois est tri. Du latin tri et via, trois voies, d'où l'adjectif français trivial. Ce qui est commun, banal, avec une notion péjorative. On pourrait dire aussi ce qu'on peut trouver ou entendre à n'importe quel coin de rue. Du coin de rue au carrefour des trois voies, c'est un peu la même idée qui traverse les siècles. Ce mot est utilisé en français pour parler d'une personne ou comme adjectif qualificatif. Il signifie dans le besoin, selon le latin. Le préfixe latin pour dans est indu dans sa forme complète. Et avoir besoin se dit egere en latin. Indu et egere ont formé ensemble le mot latin indigens, indigent en français. décision du peuple, selon le latin. Sous la République romaine, le terme est vu favorablement, mais dans son usage contemporain, il est perçu moins positivement. Aujourd'hui, ce mot désigne plutôt le soutien du peuple par un vote au bénéfice d'une personne, ce qui est perçu comme une dérive de la démocratie. De plebs, la plèbe, le peuple, et situm, une décision, un décret. Le plébiscitum en latin, plébiscite en français. Sous la Deuxième République, le plébiscite de 1851 a conduit Napoléon III au pouvoir impérial. De ce fait, un plébiscite est perçu depuis comme dangereux pour la démocratie malgré son étymologie.
Ce mot grec désignait le drap qu'on utilisait pour se vêtir dans l'Antiquité. Il est passé au latin. En français, ce terme n'était connu que par les spécialistes de l'Antiquité. Mais au milieu du XXe siècle, il est devenu beaucoup plus connu, avec un sens nouveau lié au cinéma. En désignant les films qui utilisent ce drap comme costume. Peplos en grec, peplum selon la version latine neutre du mot. Vers 1960, ce terme se met à désigner les films qui reconstituent les antiquités grecques et latines, en utilisant bien sûr comme costume des peplos ou peplum. Cet adjectif signifie littéralement, selon son origine latine, double sixième ou deux fois le sixième. Ce mot apparaît en 46 avant JC lors de l'instauration du calendrier julien. C'est le résumé d'un calcul qui instaure une irrégularité dans le calendrier. Bis pour double et sextus pour sixième, donc bissextile. Pour que le calendrier traditionnel de l'époque corresponde mieux à l'année solaire, il a été décidé, en 46 avant JC, que lors de certaines années, la journée du 23 février serait doublée, soit 2 23 février à la suite. Et, puisque cette journée se situe 6 jours avant Mars, la formule retenue a été bis sextus dies ante calendas martias, soit un deuxième au sixième jour avant le mois de mars. Formule longue et complexe dont on n'a gardé que bis sextus, devenu bissextile en français. Par la suite, il a été décidé d'avoir un 29 février, une année sur 4, plutôt que d'avoir 2 23 février successifs ces années-là. Cette locution latine nous vient de la vision de la mort dans la Rome pré-chrétienne. Culturellement, elle peut se traduire par rejoindre ses ancêtres. Elle est réemployée à partir du XVIIIe siècle en français pour parler pudiquement de la mort sans prononcer le mot. Littéralement, au père ou vers les pères. Ad patres. Cette locution latine nous rappelle que les Romains avaient, certes, un panthéon polythéiste, mais dans la pratique, la religion vécue était surtout constituée d'un culte autour de la famille, des ancêtres, de la lignée. Le mot pour louve, en latin, avait un deuxième sens familier, populaire, prostituée. En y ajoutant un suffixe latin de lieu, il désignait, et désigne toujours en français un peu littéraire, un endroit où travaillent des prostituées. Le loup, au masculin, se dit lupus en latin. Lupus pour le mâle, lupa pour la femelle. L'établissement où se trouvent des louves est un lupanar, c'est-à-dire une maison close, un établissement de prostitution. Le suffixe latin pour un lieu est habituellement arium, qu'on retrouve en français dans atrium funerarium. Ici, pour un mot populaire, le suffixe est réduit à un simple ar, lupanar. Lupanar est un peu vieilli. Il est utilisé pour associer ce type d'établissement à la luxure, la débauche, la décadence. Ce double sens de lupa en latin, louve et prostituée, vient très probablement de l'observation des mœurs des canidés. À la saison des amours, les femelles viennent provoquer les mâles, tout comme beaucoup de prostituées le faisaient sous la Rome antique. Ce mot nous amène aussi à regarder la fondation légendaire de Rome sous un angle différent. L'histoire officielle raconte ceci. Les deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, abandonnés peu après leur naissance, sont recueillis par une louve, Lupa, qui les allaite et les protège. Puis un berger nommé Faustulus les découvre et les élève avec sa femme, Acca Larentia. C'est finalement Romulus, une vingtaine d'années plus tard, qui fonde Rome en 753 avant JC.
Cette histoire était précieuse pour les Latins. Elle était racontée à tous les enfants. Dans la Rome antique, une statue de louve allaitante se dressait au pied du mont Palatin pour la commémorer. La louve que l'on voit sur la photo est une reconstitution datant du XIIIe siècle. Mais dès l'Antiquité, certains auteurs ont vu une double lecture possible de cette histoire. Des enfants élevés par une loupa. S'agissait-il d'une louve ou d'une prostituée? Tite-Live, Pline l'Ancien et Servius soulignent ce double sens et laissent entendre qu'il est possible de lire la légende de deux manières. L'auteur grec Plutarque va plus loin. Selon les traditions qu'il rapporte, c'est directement le couple modeste, Faustulus et sa femme Acca Larentia, qui a trouvé et élevé les jumeaux. La fameuse louve ne serait pas un animal, mais un surnom donné à Acca en raison de sa réputation peut-être liée à des revenus issus de pratiques extra-conjugales. Ainsi serait née l'image la plus célèbre du mythe, une louve nourricière qui symboliserait en fait une femme réelle. À Rome, le double sens de lupa étant bien connu dans le langage de la rue, la légende pouvait s'entendre de plusieurs façons. Une histoire merveilleuse pour les enfants et les gens pieux, ou une lecture plus réaliste, plus sociale, pour les adultes familiers avec la langue populaire. Peu importe la vérité historique derrière Romulus et Rémus, l'essentiel pour les Romains était que ce récit puisse se comprendre à plusieurs niveaux. Les mythes latins, comme les mythes grecs, cherchaient davantage à éveiller la réflexion, à mettre en avant des valeurs, qu'à imposer une vérité unique. Ave, revoyons ces mots des Romains. La reine, soit le sable en latin. Une province, une région pour lier. Un prolétaire qui n'a que ses enfants, sa lignée. Trivial, comme au carrefour de trois voies. Indigent, qui est dans le besoin. Un plébiscite, soit une décision du peuple. Un péplum, nom du drap pour se vêtir en grec puis en latin. Bissextile, soit deux fois le sixième. Ad patres vers les pères, soit décédé chez les Romains. Un lupanar, le lieu des louves, c'est-à-dire une maison close romaine. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons considérablement réduit l'introduction de l'épisode. Si nous l'avons fait, c'est que les graphiques fournis par YouTube nous montrent à quel point une intro trop longue fait décrocher les spectateurs. Si au départ nous avions conçu les épisodes ainsi, c'est certainement que nous étions naïfs, habitués au YouTube des années 2010. De toute façon, le public a toujours raison et nous voici avec une intro minimaliste. Du coup, l'animation de fond que nous avions conçue avec des phrases dorées se promenant sur un ciel étoilé se retrouve ici en conclusion. Mais après, un décor pour un générique d'ouverture peut fort bien devenir un décor de générique de fin. Il s'agit de phrases dans des langues diverses, des langues qui à un moment ou un autre ont eu une influence sur la formation des mots français. C'est un jeu en soi, vous pouvez vous amuser à retrouver la langue, l'époque, le sens de la phrase et quelquefois l'auteur. Prenons celle-ci qui correspond bien au thème de l'épisode sur la civilisation romaine. Atque, altai, moinia, Romai. On peut le traduire par « et les murailles de la haute Rome ». C'est du latin classique, puisque ces mots sont tirés de l'Énéide de Virgile. Cet ouvrage, écrit au 1er siècle avant notre ère, magnifie les héros de la période qui précède la fondation de Rome. Sa courte introduction finit par ces mots qui étaient appris par cœur dans les écoles romaines et qui ont souvent été cités par la suite. On pourrait aussi les traduire de façon plus littéraire. Jusqu'aux murailles de Rome, la superbe. À la semaine prochaine.